Monsieur, bonjour et bienvenue, ou plutôt bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 5 avril à la une de l'actualité. Gaza vit au rythme des massacres des Palestiniens depuis la violation de la trêve par l'antitétionniste. Plus de 1300 Palestiniens ont été tués par l'occupant qui bombarde l'enclave sans arrêt et sans distinction. Nous ferons le point sur cette situation effroyable avec notre correspondant sur place. Mine antipersonnelle, adoption au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du projet de résolution présenté par l'Algérie sur l'impact de ces armes barbares et leur limitation. Une cause importante pour l'Algérie de par son expérience personnelle. Près de 9 millions de mines ont été éliminées dans le pays depuis l'indépendance. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental en visite dans les camps des réfugiés sahraouis, alors qu'une marche internationale réclamant la libération des prisonniers politiques sahraouis des geôles marocaines arrive au camp de Smara. De nouvelles manifestations au Maroc contre la collaboration de plus en plus étroite du Marzen avec l'antitétionniste. Des accords conclus souvent au détriment des intérêts du peuple. Les détails tout à l'heure. En France, le président du parti d'extrême droite, Jordan Bardella, devra répondre de l'accusation de détournement de fonds publics dans la même affaire où ont été condamnés Marine Le Pen et 24 membres du RN. Et les démêlés judiciaires du parti confirment qu'il ne sert que ses propres intérêts selon les spécialistes. Nous en parlerons tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre édition par les derniers développements à Gaza. L'enclave soumise à un blocus total par l'occupant israélien vit au rythme des massacres des Palestiniens. Depuis la violation de la trêve par l'antitétionniste, plus de 1300 Palestiniens ont été tués et 3000 autres blessés. L'occupant bombarde Gaza sans distinction. Le point sur la situation dans l'est de Gaza où le génocide prend sa forme la plus effroyable. Commentaire de Bedia mardi. La situation est chaotique en Palestine, plus particulièrement à Gaza, où les bombardements se font de plus en plus incessants après la violation du cessez-le-feu par l'armée sioniste qui entraîne des dizaines de morts au quotidien, des centaines de blessés et des dizaines de milliers de déplacés privés de leurs droits les plus élémentaires, à savoir l'accès à l'eau et à la nourriture. Il m'est douloureux de m'adresser une fois encore au Conseil pour évoquer les souffrances catastrophiques infligées à la population de Gaza. Le soulagement temporaire apporté par le cessez-le-feu, qui aura accordé aux Palestiniens un moment de répit, a été réduit à néant. Depuis le 1er mars, les opérations militaires israéliennes ont causé la mort de plus de 1200 Palestiniens, dont au moins 320 enfants, selon le ministère de la Santé. Ce chaos intervient au vu et au su du monde entier. Même si beaucoup de voix continuent à s'élever pour dénoncer ces horreurs, il n'en demeure pas moins que de nombreux pays continuent à observer le silence face à ce génocide et à cette recrudescence de la violence contre des civils innocents. Le point de passage des aides humanitaires de Rafah reste fermé, empêchant d'acheminer les vivres et les médicaments. Beaucoup d'organisations humanitaires appellent à son ouverture pour éviter la famine dans la région qui frôle une catastrophe humanitaire. Là, il n'y a plus rien malheureusement. Non seulement on est en train de vivre cette vie où il n'y a pas d'aide humanitaire, mais en plus il y a la peur. Il y a aussi le déplacement parce qu'ils n'arrêtent pas, l'armée n'arrête pas de donner des nouvelles zones d'évacuation à chaque fois. Nous nous sommes réveillés avec ces images d'une cruauté sans nom. Avant les tirs, l'aide humanitaire était coupée par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Les mots de trêve et de cessez-le-feu ont perdu tout leur sens. Et il y a 4 jours seulement, des députés, d'anciens ministres faisaient un déplacement de la honte pour fraterniser avec des criminels de guerre.
Et depuis que ce cessez-le-feu a pris fin, il y a eu plus de 1000 morts côté palestinien à Gaza. Cette nuit, une école qui servait de refuge a été bombardée, plus de 30 morts. Et dans la semaine, on a découvert un charnier où 15 travailleurs humanitaires ont été très probablement abattus par l'armée israélienne alors qu'ils portaient secours à des blessés. C'est typiquement un crime de guerre. Le blocus ainsi que le siège de Gaza constituent une forme de punition collective. Et il pourrait également s'agir du fait d'affamer des civils comme méthode de guerre. Les enfants à Gaza sont de plus en plus ciblés par les bombardements de l'armée sioniste, notamment les écoliers privés de leur droit d'aller à l'école, dont la majorité ont été détruites. À l'occasion de la journée nationale de l'enfant palestinien, le ministère de l'Éducation a rappelé que plus de 17 000 enfants sont tombés en martyrs dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression génocidaire. La majorité d'entre eux sont des écoliers. Environ 1,9 million de personnes, dont des milliers d'enfants, ont été déplacés de force à plusieurs reprises au milieu des bombardements et de la peur. La rupture du cessez-le-feu a déclenché une nouvelle vague de déplacements qui a touché plus de 142 000 personnes entre le 18 et le 23 mars dernier seulement. Et la question palestinienne était au cœur de la 150e session de l'Union interparlementaire arabe à Tachkent. Le président de l'Assemblée populaire nationale de l'UIPA, Brahim Bourali, a insisté sur l'importance de la coopération et la concertation entre les parlements arabes autour de l'article qui sera proposé par le groupe lors de la 150e session de l'Union internationale des parlements et a intensifié les efforts pour l'introduire à l'ordre du jour en relation avec la situation tragique dans les territoires palestiniens occupés. Je vous propose de l'écouter. Les souffrances du peuple palestinien sont multiples, notamment l'occupation et la colonisation, mais aussi l'embargo économique, la démolition continue des maisons et la privation des Palestiniens de leurs droits humains. Devant le silence et l'impuissance flagrante de la communauté internationale, la responsabilité historique incombe au Parlement arabe afin de porter la voix du peuple palestinien auprès de la communauté internationale et de défendre cette cause juste. Adoption au Conseil des droits de l'homme de l'ONU du projet de résolution sur l'impact des mines antipersonnelles et leurs limitations. Initié par l'Algérie, le texte a fait consensus à Genève à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à ce problème. Il met en lumière les conséquences qu'ont ces armes barbares et appelle à un engagement renforcé des États en faveur de leur interdiction totale. Houdal Wabah, Walid Yousfi. Dans un contexte international souvent marqué par des divergences, le projet de résolution sur l'impact des mines antipersonnelles proposé par l'Algérie a été adopté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le texte présenté à Genève a permis de converger les membres du Conseil autour d'un enjeu central des droits humains, le droit à la vie. Cette initiative intervient dans le cadre des efforts continus de l'Algérie pour promouvoir la coopération internationale en matière de lutte contre les mines antipersonnelles et de soutien aux victimes. Le Core Group peut être fier d'avoir adopté une approche constructive tout au long des consultations sur ce projet de résolution. L'Algérie, avec le soutien de son Core Group, a œuvré pour rassembler le Conseil autour de cette question cruciale dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée. À travers cette initiative, l'Algérie réaffirme son attachement aux instruments internationaux en la matière, notamment la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, dite Convention d'Ottawa, et insiste sur la nécessité d'une coopération internationale accrue pour parvenir à un monde sans mines. La résolution, saluée pour sa dimension humanitaire, va au-delà de la dénonciation de l'impact destructeur des mines antipersonnelles, mais aussi sur la sécurité, la liberté de circulation et l'accès à l'éducation et au développement. Cette résolution appelle également au renforcement des efforts de déminage, à une assistance accrue aux victimes, ainsi qu'au renforcement de l'engagement des États en faveur de l'interdiction totale des mines antipersonnelles. L'Algérie, qui a œuvré pour rassembler le Conseil autour de cette question cruciale, dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée, a mis en avant une approche constructive, inclusive et transparente, adoptée tout au long des consultations.
Mine antipersonnelle toujours, et l'engagement de l'Algérie émane de son importante expérience. Une large opération de déminage a été entreprise dans le pays après l'indépendance, avec la destruction de près de 9 millions de mines et la dépollution de dizaines de milliers d'hectares sur les frontières. L'action s'est achevée en 2017 et a permis le respect de ses promesses selon la Convention d'Ottawa. Melek Tarahmoun, Yasmine Massaouti. Les mines antipersonnelles laissées par le colonialisme français représentent l'une des plus grandes catastrophes humanitaires en Algérie. Ensevelies sous le sol algérien, ces mines ont continué à faire des victimes et à causer des mutilations à la population locale, même après la guerre de libération nationale, constituant un héritage empoisonné laissé par le colonialisme français. À chaque fois que nous traversions ces champs, nous ne savions pas si nous reviendrions vivants ou non. Nous nous serrions dans les bras les uns les autres, conscients qu'il était incertain de survivre aux mines. Tous mes amis ont eu la chance de poursuivre leurs études. Je n'ai malheureusement pas eu cette chance car je suis amputée. J'ai passé 60 ans de ma vie mutilée à cause de ces mines. Après l'indépendance, l'Algérie a entrepris un travail de longue haleine pour éliminer les mines antipersonnelles laissées par l'armée coloniale française. Une campagne nationale de déminage a permis de retirer près de 9 millions de mines antipersonnelles, libérant ainsi d'importantes étendues de terre qui étaient restées inutilisables pendant des décennies et pour protéger la population locale selon la Convention d'Ottawa. Depuis son arrivée, la France n'a commis que des massacres à l'encontre des Algériens. Même après l'indépendance, les mines, notamment celles des lignes Chal et Maurice, posées par l'armée coloniale, ont continué à faire de nombreuses victimes. En 2017, l'Algérie a annoncé avoir terminé le déminage sur l'ensemble de son territoire. Elle a ainsi respecté les engagements qu'elle avait pris en adhérant à la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Cela a causé de grands dommages pour les Algériens, en particulier dans la région de N'Ama, mais aussi à Tébessa. Nous vivions dans une zone encerclée par l'armée coloniale, comme si nous étions emprisonnés. L'Algérie, de par son expérience, considère la question des mines antipersonnelles comme une cause mondiale. Elle s'engage activement pour protéger les populations contre ces dangers et apporter son soutien aux pays encore confrontés à leurs conséquences. Dans l'actualité également, cette visite de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, une visite dans les camps de réfugiés sahraouis. Stéphane de Mistura a débuté sa visite hier. Il s'est rendu dans certaines institutions et a écouté les préoccupations des Sahraouis, notamment leur droit à l'autodétermination qui constitue le défi principal pour les Nations Unies, la question des détenus politiques sahraouis dans les geôles marocaines et la campagne internationale pour leur libération. Cette visite intervient en prévision du briefing à huis clos qu'il aura à présenter devant le Conseil de sécurité à la mi-avril sur les derniers développements dans ce territoire occupé. Et la libération des prisonniers politiques sahraouis dans les geôles de l'occupant marocain est la revendication principale de la marche internationale pour la liberté. Les marcheurs sont arrivés dans les camps des réfugiés de Smara en passant par l'Espagne. L'action avait été entamée dimanche dernier en France par des militants des droits de l'homme. Amar Touaguine, Pedia Amarni. Le peuple sahraoui continue à dénoncer la répression du Marzan exercée sur les détenus politiques dans les prisons marocaines. Une campagne internationale pour exiger leur libération a été organisée au camp des réfugiés Smara. C'est une journée de solidarité lancée à partir de la France. Son objectif est de demander la libération des prisonniers sahraouis des prisons marocaines, notamment à Gdenizik. Le Marzan exerce toutes sortes de pressions sur les Sahraouis qui continuent à résister. Nous manifestons pour exprimer notre soutien à nos frères sahraouis. À travers cette manifestation, nous voulons faire parvenir leur voix au monde entier. Cette manifestation intervient pour sensibiliser et éclairer l'opinion internationale sur les violations des droits de l'homme par le système du Marzan au niveau des territoires occupés. Il n'est un secret pour personne que les territoires occupés sont une prison à ciel ouvert.
Le Marzen poursuit la répression en s'inspirant de certains pays pour opprimer le peuple sahraoui. C'est pour moi un honneur d'être présent ici pour tenter de comprendre la situation au Sahara occidental. Je suis la résistance du peuple sahraoui depuis 30 ans. C'est une occasion pour moi de dénoncer la répression qu'ils subissent, notamment les détenus. Malgré la répression et la violation des droits de l'homme par le Marzen, le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour son indépendance et la libération de tous les détenus politiques. Colère et indignation au sein de la population marocaine qui rejette la collaboration de plus en plus étroite entre le Marzen et l'entité sioniste, des accords conclus souvent au détriment des intérêts des Marocains. Ces derniers battent le pavé régulièrement pour dénoncer une trahison vis-à-vis du peuple palestinien. Et toutes les franges et tous les secteurs sont concernés par les manifestations. Iman Belmouloud, Yasmine Massaouti. Le régime du Marzen s'enfonce chaque jour un peu plus dans la spirale de la normalisation avec l'entité sioniste, au moment même où l'enclave palestinienne subit l'une des plus atroces campagnes d'extermination et de déplacement de son histoire. Ce qui n'était au départ qu'un rapprochement diplomatique s'est transformé en un véritable partenariat militaire et sécuritaire, suscitant une vague d'indignation parmi la population marocaine. Plusieurs organisations condamnent ce revirement de situation et le voient comme une trahison de la cause juste des Palestiniens, dénonçant un alignement total sur les stratégies barbares de l'occupant sioniste. هؤلاء لازلنا نحتضنهم لازلنا نربط العلاقات معهم فلسطين أمانة والتطبيع خيانة فلسطين أمانة والتطبيع خيانة فلسطين أمانة. Plusieurs organisations ont appelé à une marche nationale la semaine prochaine. Ce mouvement vise à dénoncer cette alliance et à réaffirmer l'attachement du peuple marocain à la cause palestinienne. Pendant que Rabat renforce ses liens avec l'occupant, le pays s'enlise dans une crise sociale profonde. Les dirigeants du Marzen se retrouvent désormais confrontés à une colère grandissante de toute une population. Les secteurs vitaux, à commencer par l'éducation, traversent une crise sans précédent, marquée par une gestion chaotique, d'une absence de réformes structurelles et de vision à long terme. Cette dégradation généralisée exacerbe le sentiment d'abandon et de frustration au sein de la population. Une situation où, une fois de plus, le peuple marocain est la principale victime. Et en France, les démêlés judiciaires du parti d'extrême droite dominent toujours l'actualité. Après la condamnation de Marine Le Pen et 24 membres du RN pour détournement de fonds publics, le président du parti, Jordan Bardella, devra répondre des mêmes accusations. Celui qui est cité en remplaçant pour les prochaines présidentielles vient confirmer que le Rassemblement national ne sert que ses propres intérêts. Sonia Gassi et Walid Yossi. L'affaire Marine Le Pen, perçue par la majorité des Français comme l'affaire du siècle, révèle une réalité bien plus sombre. Derrière les discours identitaires et les promesses de redressement national se cachent des pratiques entachées par la corruption et le détournement de fonds publics. Le slogan du Rassemblement national, c'était « tête haute, main propre ». Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent baisser la tête et voir que leurs mains sont bien sales. Sales des plus de 4 millions d'euros qui ont été détournés avec ce système des emplois fictifs. 4 millions d'euros, c'est combien de places en crèche, c'est combien d'écoles qui peuvent être rénovées, combien de pistes cyclables qui peuvent être créées. Ce n'est pas de l'argent fictif, c'est vraiment de l'argent public qui a été détourné par ce système des emplois fictifs. Marine Le Pen a été condamnée en première instance pour détournement de fonds publics de plusieurs millions d'euros. Et ça devrait être cela le seul sujet dont nous devrions débattre aujourd'hui, à savoir si oui ou non Marine Le Pen est encore autorisée quelque part à être encore députée, si elle ne devrait pas démissionner, si elle ne devrait pas présenter des excuses aux Françaises et aux Français pour avoir volé l'argent public qui était celui du Parlement européen pour son parti politique. Un autre scandale vient secouer la partie à la flamme. Cette fois, il s'agit de Jordan Bardella, le dauphin politique de Le Pen et figure montante de l'extrême droite. La coïncidence n'échappe à personne et alimente l'idée d'un mouvement politique miné par les abus et les pratiques douteuses, comme si au sein de cette formation, les dérapages n'étaient pas des accidents, mais des modes de fonctionnement.
profondément vicié. Ce qui est reproché à Jordan Bardella, c'est un faisceau de preuves qui ont été dévoilées par Tristan Berthelot de Libération. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été apportés par Libération, qui sont notamment des agendas qui ont été achetés en 2018, mais qui sont datés de 2015, ou encore des revues de presse qui ont été faites a posteriori, qui ont été signées de la main de Jordan Bardella. Et ces éléments montrent qu'il y a une volonté de dissimulation, potentiellement, d'autres délits qui ont été commis. La justice est libre et indépendante dans notre pays et elle se prononce sur le fondement de législation et de loi que nous avons votées ici à l'Assemblée nationale. C'est quand même une drôle de conception de la démocratie d'avoir des responsables politiques qui votent des textes, qui demandent toujours plus de fermeté pour tout le monde dans la société, mais lorsque les décisions de justice ne vont pas dans leur sens, alors ils remettent en cause les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. Un constat désormais partagé par une grande partie des analystes politiques. L'extrême droite n'a jamais été le garant des principes républicains ni le défenseur de la justice. Ce courant animé par une obsession du pouvoir semble davantage motivé par la mise en œuvre de politiques d'exclusion, de division et de rejet. Retour dans le pays où le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a pris part ce samedi aux travaux de la 59e réunion du comité ministériel conjoint de suivi OPEP, non-OPEP. La réunion a été consacrée à l'évaluation du niveau de conformité à la production pour les mois de janvier et février dernier et la situation du marché pétrolier international ainsi que ses perspectives à court et moyen terme. Arqab a participé à cette réunion par visioconférence en présence du PDG de Sonatrach et du président de l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures. Justice, le juge d'instruction près le tribunal de Brienne relevant de la cour de Ghardaïa a ordonné la mise en détention provisoire de 3 personnes et de mettre 2 autres personnes sous contrôle judiciaire suite à la saisie de plus de 121 kg de drogue dure, de la cocaïne dissimulée dans le coffre d'un véhicule utilitaire et la découverte d'un réseau criminel composé de 9 personnes. Le 25 mars dernier, mars 2025, donc mars dernier, une équipe des services de la gendarmerie nationale et en coordination avec des éléments des douanes algériennes ont procédé au contrôle d'un véhicule utilitaire au niveau du barrage nord de la ville et ont découvert ont fait la découverte d'une quantité de 121 kg de drogue dure. Les enquêtes avec le conducteur du véhicule ont révélé l'existence d'un réseau criminel composé de 9 personnes, dont 5 ont été appréhendées. Le 3 avril 2025, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Brienne pour plusieurs chefs d'inculpation, dont la création d'un groupe criminel, importation illicite de drogue dure, possession et vente, stockage, transport de produits psychotropes menaçant la santé publique et l'économie nationale. Notre dernière halte dans ce journal nous emmène à Al-Mnia pour un cours d'équitation destiné aux enfants. Ils apprennent à monter à cheval, à en prendre soin avec une initiation au patrimoine ancestral, la fantasia. Des moments sympathiques, pleins de joie et de vitalité que Badia Armarni nous fait partager dans ce reportage. En plein désert de Mnia, des enfants et des adolescents s'adonnent à cœur joie à leur passion, l'équitation. Dans les dunes et en fin de journée, nous les avons rencontrés en train de galoper sur leurs chevaux sous l'œil percutant de leur moniteur. J'aime l'équitation depuis toute petite et à ce jour, d'ailleurs, mon souhait est de participer à des compétitions. Lorsque j'étais petit, j'aimais les chevaux. En grandissant, j'ai décidé d'intégrer ce club pour tout apprendre de cette discipline. Je suis en train d'apprendre l'équitation. Mon rêve est de devenir une championne. Ces enfants sont initiés à l'équitation depuis leur jeune âge. En plus d'apprendre à monter à cheval, ils apprennent aussi l'art de la fantasia, tradition équestre ancestrale.
J'ai développé ma passion pour les chevaux dès mon jeune âge. J'ai eu l'idée de fonder ce club en 2014, j'ai obtenu mon agrément en 2016 et j'ai commencé mon activité avec les courses à chevaux. J'ai ensuite commencé à former des enfants et des adolescents en équitation et en fantasia. Ils sont âgés de 6 à 20 ans. Nous avons participé à de nombreuses compétitions et nous avons décroché plusieurs prix à Al-Bayed, Ourgla et à Adrar. Nous avons aussi participé en 2018 à un festival de fantasia à Alger à l'occasion du 5 juillet. Nous avons beaucoup d'ambition de faire aimer ce sport aux enfants et surtout prendre part à des compétitions nationales et internationales. Ces jeunes de Mnira adorent monter à cheval. Ils rêvent même de faire des carrières, pourquoi pas internationales. Note sympathique en clos notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.